3 minuscules minutes. C'est tout ce qu'il aura fallu pour faire trembler les fondations du pouvoir en Europe. Olaf Scholz venait tout juste de livrer l'une de ces envolées verbales dont il a le secret empreinte de cette assurance allemande que d'aucuns qualifieraient de condescendante. Il s'imaginait comme à son habitude que la France allait hocher poliment la tête et rentrer dans le rang. Mais cette fois, la mécanique s'est enrayée. Lorsque Sébastien Lecornu s'est levé, un frisson a traversé l'Assemblée. Il a prononcé quelques phrases qui ont figé l'air et coupé le souffle des dirigeants. Ce n'était pas un simple échange d'amabilité diplomatique. C'était un coup de tonnerre, un signal clair, la France ne pliera plus l'échine devant Berlin. Ironie du sort, le piège tendu par Scholz s'est refermé sur lui-même. Bruxelles au cœur du Conseil européen. Ce matin-là, l'air vibrait d'une tension presque palpable. Les 27 dirigeants de l'Union s'étaient réunis officiellement pour parler d'économie. En réalité, chacun savait que cette rencontre masquerait mal un duel sous-jacent. Ce n'était pas une simple réunion de technocrates, c'était un face-à-face déguisé entre les deux locomotives historiques de l'Europe. D'un côté, l'Allemagne et sa rigueur budgétaire inflexible. De l'autre, la France qui défendait une vision plus agile, plus humaine. Deux philosophies, deux styles et un seul ring. Olaf Scholz a franchi les portes de Bruxelles comme à son habitude, escorté par ses conseillers, fort de cette assurance que lui donne depuis toujours la puissance économique allemande. Dans son esprit, rien n'avait changé. L'Allemagne restait la voix dominante, la nation qui fixe les règles, pendant que les autres écoutent. Il s'attendait à une redite du scénario habituel, imposer sa ligne, faire plier Paris, surtout en ces temps de fragilité politique côté français. Mais ce qu'il ignorait, c'est que Lecornu n'était pas venu les mains vides, derrière son calme apparent des semaines de préparation silencieuse. Ce n'était pas une visite de courtoisie, c'était une entrée en scène, un renversement prémédité. Et dans l'ombre, un seul homme semblait deviner le plan Emmanuel Macron, qui suivait la scène, l'air presque amusé comme s'il avait déjà lu le script à l'avance. Dès l'ouverture des débats, le duel est lancé. Scholz, fidèle à lui-même, prend la parole avec cette posture confiante forgée par des années de suprématie économique. Il entonne son refrain bien rodé, cette mélodie monocorde d'un patron bienveillant qui sermonne ses employés. « Mes amis européens », lance-t-il d'un ton docte, comme s'il parlait à une classe dissipée, l'Union fait face à des vents contraires. Il est temps de retrouver rigueur et responsabilité financière. L'air de rien, il déroule son programme d'orthodoxie budgétaire. Une entrée en matière typiquement allemande où la leçon prend souvent le pas sur la coopération. Comme à son habitude, Scholz ressort son arsenal préféré déficit français, pointé du doigt politique de relance jugé irresponsable et en guise de remède universel, l'austérité encore et toujours. Chaque mot, chaque tournure est ciselé pour rappeler subtilement ou non que la France, selon lui, vivrait sous perfusion allemande. Il croit avoir ferré sa cible, sûr de son effet. Et pourtant, l'imprévu s'invite. Lecornu ne tombe pas dans le piège. Pas de protestation, pas d'esquive. Il griffonne calmement, jette quelques regards silencieux à ses voisins. Puis, lorsque le chancelier a terminé son monologue, il lève la tête et lâche posément « Vous avez terminé, monsieur le chancelier ». Une formule polie en apparence, mais dans l'intonation, une pointe glaciale presque imperceptible, suffisamment pour déstabiliser Scholz. « Permettez-moi de répondre à vos remarques », lance calmement le Premier ministre français, en se redressant avec une lenteur presque théâtrale. À partir de cet instant, le temps semble suspendu. 3 minutes à peine, et pourtant l'histoire va changer de cap. « Monsieur Scholz », commence Lecornu d'une voix posée, mesurée comme une lame affûtée. Vous évoquez la discipline budgétaire. Quelle délicate leçon, surtout venant d'un pays dont la richesse s'est bâtie sur les épaules de ses partenaires européens. Le choc est immédiat. Un silence dense envahit la salle. Les regards se croisent, incrédules. Jamais, au grand jamais, un dirigeant européen n'avait osé parler à l'Allemagne sur ce ton-là. Laissez-moi rafraîchir la mémoire de votre équipe visiblement sujette à quelques amnésies sélectives, glisse Lecornu en tirant un dossier épais de sa serviette comme un magicien sortirait son tour final. Savez-vous ce que représente un excédent commercial de 300 milliards d'euros par an?
C'est le cadeau que vous font année après année vos partenaires européens. Ce sont eux qui achètent eux qui font tourner votre économie. Scholz tente de couper, mais les flux commerciaux, trop tard. Lecornu abat la seconde carte. Je vous prierai de ne pas m'interrompre, monsieur le chancelier. Pendant des années, j'ai écouté vos sermons sur l'économie vertueuse. Aujourd'hui, c'est vous qui allez écouter et sans couper la parole. Le masque de la courtoisie vient de tomber. Ce n'est plus un échange feutré entre diplomates, mais un choc frontal sans détour. Lecornu enchaîne, implacable. Ce que vous appelez un modèle économique, monsieur Scholz, n'est rien d'autre qu'un égoïsme poli emballé dans un discours de vertu. Vous imposez l'austérité à vos voisins tout en pratiquant chez vous une forme de dumping social à peine déguisé. Vous fustigez nos déficits tout en encaissant les bénéfices de notre consommation. La salle frémit. Scholz encaisse. Et autour de la table, les regards se tournent vers Lecornu mi-fasciné, mi-troublé. Car ce que personne n'avait jamais osé dire à l'Allemagne lui vient de le lancer sans trembler. Et le sommet de votre duplicité, monsieur le chancelier, enchaîne Lecornu sans hausser la voix, mais avec une précision chirurgicale, c'est bien votre politique énergétique. Tandis que vous nous faisiez la morale sur l'autonomie européenne, vous creusiez littéralement un pipeline vers Moscou pour engraisser Poutine. La phrase claque comme un fouet. L'atmosphère se fige instantanément. Le nom du président russe tombe dans la salle comme une détonation. Scholz pâlit, pris de court. « Vous exagérez, monsieur Lecornu. »« Ah oui, j'exagère quoi exactement ?» réplique-t-il aussitôt tranchant. « Votre dépendance maladive au gaz russe, votre frilosité à soutenir militairement l'Ukraine, ou cette indulgence bien commode envers le Kremlin? Dites-moi laquelle de ces réalités inventai-je. » Scholz tente de reprendre pied d'une voix qu'il veut ferme. L'Allemagne a toujours... Aïe, placé ses profits avant les principes communs, le coupe Lecornu sans lui laisser finir sa phrase. Et c'est vous qui venez nous sermonner aujourd'hui sur le sens des responsabilités? Franchement, c'est grotesque. La salle frémit. L'électricité est presque visible dans l'air. Les traducteurs s'étranglent avec leurs oreillettes, peinant à suivre l'intensité de l'affrontement. Les caméras s'emballent, capturant chaque regard, chaque rictus, chaque tension. Et pourtant, ce n'était que l'échauffement. Lecornu ne comptait pas s'arrêter là. Peut-être souhaitez-vous qu'on aborde votre brillante gestion de la crise migratoire, enchaîne Lecornu acéré. Ou bien votre refus obstiné de tendre la main à l'Italie et à l'Espagne. À moins que vous ne préfériez qu'on parle de votre blocage méthodique des avancées en matière de défense européenne, Scholz tente de s'accrocher. Ses propos sont parfaitement documentés, tranche Lecornu en brandissant son épais dossier comme une lame. Je peux vous citer, si vous le souhaitez, les rapports officiels de la Commission. Ou alors on laisse nos collègues italiens et espagnols en témoigner directement. Le chef du gouvernement italien incline doucement la tête. Son homologue espagnol lui emboîte le pas sans un mot. Scholz lui commence à comprendre, les piliers de son soutien s'effritent un à un. C'est alors que Lecornu reprend la parole, le ton devenu glacial comme une lame en plein hiver. Vous savez quel est votre véritable problème. Monsieur le chancelier, vous prenez la domination pour du leadership. Or, un vrai meneur élève les autres. Vous voulez piétiner. Un vrai leader rassemble. Vous vous semez la division. La salle entière se fige. Les regards sont figés, les respirations suspendues. C'est du jamais vu un responsable français qui remet l'Allemagne à sa place et qui le fait sans trembler. L'homme qui d'ordinaire règne sur les sommets européens à coups de statistiques et de supériorité économique vacille. Scholz, déstabilisé, cherche ses mots, mais Lecornu, lui, ne laisse aucun répit. Monsieur le chancelier, la France en a assez. Assez de vos airs supérieurs, de vos sermons incessants, de cette prétendue vertu qui masque à peine votre égoïsme national. Et puis le mot tombe comme un coup de tonnerre, arrogance, une déflagration. Cela faisait des décennies qu'aucun dirigeant n'avait osé lâcher ce mot-là en face, dans une salle pleine, et en regardant un chancelier allemand droit dans les yeux.
Vous voulez nous faire la leçon en matière d'économie fort bien. Mais commencez donc par balayer devant votre porte. Engagez-vous pour de vrai dans le budget européen, mettez de l'argent sur la table pour la transition verte, ouvrez vos marchés publics et surtout, cessez de prêcher, commencez à agir. Scholz tente une réplique à bout de souffle. L'Allemagne finance davantage. L'Allemagne finance ce qui sert ses intérêts, point final, tranche le cornu sans lui laisser finir. Ce que vous appelez contribution, c'est en réalité un investissement dans votre propre suprématie. Rien à voir avec un quelconque esprit de solidarité. Alors le cornu se redresse, balaye l'hémicycle du regard et s'adresse à tous les chefs d'État présents. Chers collègues, ouvrez les yeux. Chaque fois que quelqu'un ose remettre l'Allemagne en question, on nous accuse de manquer de reconnaissance. Mais l'Europe n'est pas un don gracieux de Berlin. Elle repose sur une idée simple, celle d'un partenariat entre égaux. Le ton est calme, mais la charge est puissante. Et soudain, la salle explose. D'abord, les pays de l'Est se lèvent visiblement émus. Puis viennent les Méditerranéens debout, eux aussi. Même des proches de l'Allemagne tapent discrètement dans leurs mains. Et Lecornu surpris comprend qu'il vient de dire tout haut ce que beaucoup pensaient tout bas. Scholz, figé, balayé par le souffle d'une gifle diplomatique, cherche un point d'ancrage dans la salle, mais les regards l'évitent. Son visage trahit une tempête intérieure mêlant stupeur et rage contenue. Jamais depuis son arrivée au pouvoir, il n'avait été ainsi mis à nu devant l'ensemble des dirigeants européens. Lecornu, lui, se rassoit avec la sérénité d'un général après une bataille gagnée. Monsieur le chancelier, l'ère où l'Allemagne imposait sa volonté au reste du continent est terminée. Nous tendons la main pour avancer ensemble. Mais soyez sûr d'une chose, la soumission n'est plus une option. Le silence qui s'installe est total, presque sacré. Puis peu à peu, les discussions reprennent, mais chacun sait qu'un cap vient d'être franchi. En 3 minutes à peine, la tectonique du pouvoir européen a basculé. Au fil des heures, le souffle de la secousse ne faiblit pas, il s'amplifie. Un à un, les représentants européens convergent vers Lecornu comme attirés par un épicentre devenu magnétique. Les poignées de main s'enchaînent, les mots fusent, le chef du gouvernement italien se penche à son oreille. Il fallait bien que quelqu'un un jour dise tout haut ce que Berlin refusait d'entendre. L'Espagnol lui ajoute dans un soupir de soulagement « Cela faisait longtemps que nous espérions ce moment ». Même le Nord, pourtant traditionnellement arrimé à la ligne allemande, commence à tanguer. Le Premier ministre danois murmure discrètement à Lecornu « Ce que vous avez fait aujourd'hui a brisé le silence dans lequel nous étions enfermés depuis trop longtemps. » Côté allemand, c'est la stupeur. La délégation de Scholz-Haggard tente tant bien que mal de colmater les brèches, mais le navire a déjà pris l'eau. Pour la première fois depuis la réunification, Berlin se retrouve mise à l'écart, isolée au cœur même d'une enceinte européenne. Les rédactions s'emballent, les unes tombent les unes après les autres. ARD, la télévision publique allemande, affiche en lettres blanches sur fond noir Bruxelles-Scholz humilié. La BBC, elle parle d'un basculement historique dans l'axe Paris-Berlin. Et sur les écrans italiens, la RAI ose un titre flamboyant, le retour fracassant du leadership français. Mais c'est sans doute Le Monde qui résume l'événement avec le plus de justesse. Lecornu vient de rebattre toutes les cartes du jeu européen. Sur Internet, c'est l'embrasement. Le hashtag Lecornu vs Scholz s'impose dans les tendances de tous les pays de l'Union. Les vidéos de l'affrontement tournent en boucle, engrangeant des millions de vues en quelques heures. Les commentaires pleuvent. Enfin un qui ose défier Berlin. Lecornu président de l'Europe s'est tout vu. L'Allemagne mise KO par la France. Dans les capitales européennes, c'est l'ébullition. De Rome à Madrid, en passant par Varsovie, les réactions pleuvent comme des messages libérés d'un long silence. Dans les couloirs feutrés des chancelleries, un même murmure revient. Lecornu a simplement mis des mots sur ce que tout le monde pensait en secret. L'audace française vient d'ouvrir une brèche et personne ne semble vouloir la refermer. C'est un diplomate italien qui lâche la formule à Berlin. C'est le chaos poli, une panique feutrée. Les proches de Scholz peinent à comprendre comment cette offensive a pu leur tomber dessus, sans le moindre signe avant-coureur. Comment Lecornu a-t-il monté une riposte aussi chirurgicale?
D'où sortaient ces documents qu'il agitait comme des lames bien affûtées? À l'évidence, les services de renseignement allemands vont avoir du pain sur la planche pendant les prochaines semaines pour disséquer cette claque géopolitique. Pendant ce temps, à Paris, l'Élysée respire la satisfaction. Emmanuel Macron, qui avait discrètement donné le feu vert à Lecornu, laisse filtrer sa joie. Sébastien a été remarquable, glisse-t-il à ses collaborateurs. Il a rappelé que la France est encore capable de dérouter ses partenaires, et ça n'a pas de prix. Les répercussions de cette passe d'armes ne se sont pas arrêtées au mur du sommet. Dans les semaines suivantes, des dossiers européens jusqu'alors bloqués dans l'impasse retrouvent soudainement de l'élan. Le Fonds commun de défense que Berlin avait enterré sous des arguments techniques refait surface. La taxe carbone aux frontières, ralentie depuis des mois par la prudence allemande, prend enfin de la vitesse. En à peine 3 minutes, Lecornu a fait ce que des années de diplomatie n'avaient jamais réussi. Il a forcé l'Allemagne à redescendre d'un cran dans le jeu européen. Mais le plus saisissant dans cet épisode, c'est le bouleversement complet de l'image publique de Lecornu. Lui qu'on rangeait jusque-là dans la catégorie des technocrates ternes, des hommes de dossier peu charismatiques, s'est brusquement révélé sous un jour inattendu, celui d'un meneur d'envergure européenne. Capable de faire vaciller l'autorité allemande de son aplomb, a fait forte impression jusque chez les plus sceptiques. Et l'onde de choc ne tarde pas, à peine les micros coupés, toutes les capitales du continent réajustent leur regard sur la nouvelle étoile montante de la scène diplomatique. À Rome, l'onde de choc atteint le Palazzo Chigi en quelques heures. Giorgia Meloni convoque sans attendre son cercle rapproché. Le ton est grave mais teinté d'excitation. Ce que nous venons de voir, dit-elle, c'est un tournant. Lecornu a brisé un tabou que plus personne n'osait effleurer, parler franchement à Berlin. Son chef de la diplomatie renchérit sans détour, c'est le moment d'avancer nos pions. Si Paris a eu le cran de défier l'axe allemand, alors pourquoi pas nous? Du côté de Madrid, c'est l'euphorie à peine dissimulée. Pedro Sanchez, las depuis des mois de devoir plier sous les injonctions économiques venues de Berlin, accueille le discours de Lecornu comme une bouffée d'air frais. Il fallait bien que quelqu'un finisse par crier que le roi est en slip. Glisse-t-il mi-soulagé, mi-amusé à ses ministres. Scholz se comportait comme s'il était notre suzerain. Grâce à Lecornu, il vient de se rappeler que nous sommes ses égaux. Les capitales d'Europe centrale applaudissent à leur manière. À Varsovie, Mateusz Morawiecki ne cache pas son enthousiasme. Berlin vient enfin de goûter à l'humilité, lâche-t-il lors d'un conseil des ministres. Ce que nous tentons sans succès depuis des années, Lecornu l'a accompli en un éclair, remettre l'Allemagne face à ses contradictions. Même Viktor Orban, pourtant plus souvent en guerre ouverte avec Bruxelles qu'en harmonie avec elle, n'a pas tari d'éloges. Ce Français a prouvé qu'on peut tenir tête au mastodonte allemand sans claquer la porte de l'Union, glisse-t-il. Une leçon de stratégie européenne digne des plus grands. Mais c'est sans doute du côté de Prague que le signal est le plus retentissant. D'ordinaire mesuré, lorsqu'il s'agit de Berlin, le Premier ministre tchèque franchit un cap. Pour la toute première fois, il pointe du doigt l'attitude de l'Allemagne. Ce que M. Lecornu a dit, c'est exactement ce que nous taisons depuis trop longtemps, affirme-t-il devant les caméras. Pour eux, nous sommes des clients, pas des alliés. À Berlin, le séisme diplomatique continue de faire trembler les murs. Dans les couloirs feutrés de la chancellerie, c'est le flou total. Les conseillers de Scholz abasourdis cherchent encore comment un tel revers a pu leur tomber dessus sans le moindre signal d'alarme. « On a clairement sous-évalué Paris », souffle l'un des conseillers visiblement secoué. Lecornu n'a pas improvisé. Il avait affûté ses arguments depuis des semaines, voire des mois. Aussitôt les services de renseignement allemands sont mis sur le pied de guerre, il faut passer au crible chaque seconde de l'attaque française. Qui a pu lui fournir ces infos sur les tractations commerciales confidentielles? Comment diable avait-il accès aux discussions énergétiques internes? Le patron du renseignement, l'air grave, résume la situation. Ce n'est pas un partenaire naïf, c'est un stratège aguerri. Il est temps de repenser de fond en comble notre manière d'interagir avec la France. C'est une onde de choc médiatique outre-Rhin. Der Spiegel ouvre avec un titre sans appel « Scholz humilié ». Die Zeit, plus philosophique, évoque le crépuscule de la domination allemande sur l'Europe.
Même Bill, pourtant peu enclin à l'introspection, concède que Lecornu a frappé fort. À contre-cœur, les commentateurs allemands se rendent à l'évidence, Berlin s'est fait damer le pion sur le terrain diplomatique. Nous avons fait preuve d'une innocence presque touchante, confesse un éditorialiste. On s'est bercé de l'illusion que notre puissance économique suffisait à tout imposer. Lecornu vient de nous donner une leçon en Europe, l'influence ne se mesure pas qu'en milliards. Ce qui perturbe le plus Berlin, ce ne sont pas les coups venus de l'Est ou du Sud. Non, le vrai choc vient de ses amis d'hier. Les Pays-Bas, partenaires indéfectibles de l'Allemagne dans les batailles budgétaires, prennent leur distance. En coulisses, Mark Rutte lâche. Scholz a franchi la ligne. Il fallait que quelqu'un le ramène sur terre et Lecornu l'a fait. L'Autriche, elle aussi, montre des signes de lassitude. Malgré ses liens économiques étroits avec Berlin, le chancelier autrichien hausse le ton. Il est temps d'en finir avec cette hégémonie silencieuse. L'Europe n'est pas une succursale allemande. L'abandon progressif des fidèles partenaires de Berlin provoque un vent de panique à la chancellerie. L'Allemagne, pour la première fois depuis des lustres, se découvre soudainement seule sur l'échiquier européen. Et les projecteurs médiatiques ne tardent pas à s'y braquer. La BBC sort un reportage coup de poing sur la mise en échec de Scholz par Lecornu. CNN décortique la redistribution des cartes entre Paris et Berlin. Même Fox News, habituellement imperméable aux subtilités européennes, parle d'une claque tricolore à l'arrogance allemande. Le New York Times s'enflamme, Lecornu ressuscite le panache diplomatique français. Quant au Washington Post, il résume l'onde de choc en une ligne, 3 minutes pour faire vaciller l'ordre européen. La vague médiatique internationale ne fait qu'amplifier la portée du coup d'éclat signé Lecornu. Aux États-Unis, dans les amphithéâtres des grandes universités, cette passe d'armes est déjà disséquée comme une masterclass de diplomatie d'influence. À Harvard, un professeur lâche avec admiration « Lecornu vient de prouver qu'un cerveau bien affûté peut faire plier même les géants de l'économie. » Du côté du MITI, c'est le brio de sa mise en scène stratégique qui fascine. Il a retourné la table avec une aisance stupéfiante, s'émerveille un expert en communication politique. Scholz pensait distribuer les copies, il a fini recalé. L'effet domino économique ne se fait pas attendre. À peine quelques jours après l'altercation, l'euro reprend de la vigueur face au dollar dopé par l'idée d'une Europe plus soudée, moins soumise à l'ombre allemande. Les places boursières du vieux continent saluent ce qu'elles considèrent désormais comme une respiration nécessaire dans le leadership européen. La patience des investisseurs envers la toute-puissance berlinoise avait atteint ses limites, analyse un expert londonien. Lecornu vient de raviver la flamme d'un projet européen plus crédible et mieux partagé. À Paris, le SAS 40 jubile. Les valeurs françaises s'envolent, portées par l'écho d'une victoire diplomatique qui change la donne. Les grandes entreprises nationales flairent déjà la brèche pour rééquilibrer leurs rapports avec leurs homologues d'outre-Rhin. Grâce à Lecornu, on n'a plus à baisser les yeux devant Berlin, lance tout sourire le dirigeant d'un mastodonte tricolore. Pendant ce temps, à Francfort, l'ambiance est nettement moins euphorique. L'élite économique allemande commence à mesurer le choc, le vent tourne. Les groupes industriels sollicitent en urgence la chancellerie pour tenter de décoder ce nouveau paysage européen. Il va falloir revoir nos certitudes, lâche amer le PDG d'une grande banque allemande. L'onde de choc ne tarde pas à secouer les couloirs de Bruxelles. La commission jusqu'ici fidèle à la ligne allemande amorce un virage prudent. Même Ursula von der Leyen, pourtant issue de Hanovre, glisse un mot d'encouragement à Lecornu à voix basse, loin des micros. Au Parlement européen, les députés français redressent les épaules. Grâce à lui, on ose enfin relever la tête, lance l'un d'eux avec fierté. Fini la soumission aux caprices de Berlin. Du côté du Conseil européen, le ton aussi change. Charles Michel, d'habitude mesuré, laisse échapper en aparté. Lecornu a ouvert les vannes. À présent, plus personne ne craint de contester la toute-puissance allemande. Un trimestre s'est écoulé depuis le coup d'éclat et déjà les premiers effets concrets émergent. Le fameux budget de la défense européenne que Berlin faisait traîner depuis une éternité vient tout juste de passer. Paris, de son côté, rafle plusieurs victoires dans des dossiers industriels majeurs. Même côté allemand, on commence à ravaler sa fierté.
un diplomate outre-Rhin, lâche presque à contre-cœur. Le Cornu a rebattu les cartes. Aujourd'hui, l'heure n'est plus aux ordres, mais aux compromis. C'est un désastre personnel pour Olaf Scholz. En Allemagne, sa cote s'effondre comme un château de cartes. Pour la première fois, les sondages placent l'opposition devant lui. Un quotidien conservateur balance sans ménagement. Scholz a abaissé l'Allemagne. Il s'est écrasé face à la France. Au sein même du SPD, les murmures se transforment en grincements. Certains poids lourds du parti évoquent à voix basse un possible remplacement. Olaf a grillé son crédit international, glisse un cadre. Qui peut encore le prendre au sérieux dans une négociation après un tel fiasco? Pendant que Scholz tente tant bien que mal de colmater les brèches, Le Cornu lui surfe sur une vague de reconnaissance sans précédent. Chaque capitale européenne veut désormais l'accueillir. Partout, on s'arrache celui qui a osé faire vaciller le géant allemand. Sébastien, c'est la nouvelle coqueluche du continent, s'amuse un diplomate tricolore. Il symbolise à lui seul le retour en force de la diplomatie made in France. Quand les analystes de demain se pencheront sur les grandes bascules du XXIe siècle, ils placeront cette date en lettres capitales le jour où la France a repris les rênes du projet européen, non pas avec ses usines, mais avec son audace et son verbe. Le Cornu, en 3 minutes chrono, a démontré que même sur un continent rationnel, un frisson d'insolence bien placé peut faire vaciller un colosse. Ce jour-là, l'Europe a cessé d'avoir Berlin pour boussole et s'est enfin souvenue qu'elle était censée marcher à plusieurs pas au pas. Et pourtant, ce n'était que le début. Cette journée gravée à chaud dans les mémoires n'a pas simplement ébranlé un sommet européen, elle a déclenché une onde de choc qui, semaine après semaine, a redessiné les fondations même de l'Union. Ce face-à-face inattendu n'a pas seulement fait vaciller une puissance, il a ouvert une nouvelle ère politique sur le vieux continent. De l'autre côté de l'Atlantique, à Washington, les radars diplomatiques s'affolent. Le département d'État réunit en urgence la cellule Europe. Sur la table, un seul sujet, le séisme Le Cornu. Ce Français vient de rebattre toutes les cartes du jeu européen, souffle le secrétaire d'État d'un ton grave. Il pourrait bien devenir notre nouvel interlocuteur clé. Au Pentagone, même effervescence. Les stratèges en uniforme échangent des regards lourds de sens. Si Paris reprend l'avantage sur Berlin, c'est tout l'équilibre des alliances qui vacille. Le Cornu agit, Scholz temporise, commente un général américain, et dans le domaine militaire, la volonté compte plus que les discours. À l'anglais, les analystes de la CIA révisent leur carte mentale de l'Europe. La conclusion est sans appel, Berlin n'est plus le seul phare décisionnel du continent. Paris, que beaucoup croyaient, éteint, rallume sa flamme d'influence. Un mémo confidentiel résume la situation. La France n'est plus un second rôle, elle redevient un centre de gravité. Pendant ce temps, à Pékin, les diplomates chinois observent la scène avec un sourire discret. Une Europe partagée entre Paris et Berlin, c'est parfait pour nous, glisse un conseiller du ministère des Affaires étrangères. Dans les couloirs du pouvoir rouge, on s'active, une invitation informelle est envoyée à Le Cornu pour des discussions stratégiques. La France de Le Cornu semble bien plus flexible et réaliste que l'Allemagne de Scholz, confie satisfait un cadre du Parti communiste chinois. Au Kremlin, les stratèges russes s'invitent à leur tour dans le grand jeu européen. Dans les couloirs feutrés de Moscou, on murmure que le français n'a pas la même rigidité que l'allemand. Le Cornu semble moins animé par l'hostilité et plus par le calcul, glisse un conseiller proche de Poutine. Et toute faille entre Paris et Berlin est pour nous une fenêtre d'opportunité. Discrètement, les diplomates russes sondent les nouvelles coordonnées de la diplomatie française, cherchant la moindre fissure à exploiter dans ce nouveau mur européen. Sur le continent africain aussi, l'écho de la joute européenne se fait entendre. Dans les palais présidentiels de Dakar à Abidjan, les conseillers suivent l'évolution avec un intérêt calculé. Si Paris retrouve son influence à Bruxelles, c'est toute notre relation avec l'Union européenne qui peut basculer, confie le président sénégalais, un sourire en coin. Pour de nombreux dirigeants africains, la montée en puissance de Le Cornu ouvre une brèche, celle d'un rééquilibrage des partenariats. Certains y voient déjà l'occasion rêvée de dépoussiérer des accords trop anciens, signés à une époque où l'Afrique négociait à genoux. Au Proche-Orient, les observateurs ne manquent rien du nouvel équilibre européen.
À Tel Aviv comme à Abu Dhabi, on décortique chaque geste du Premier ministre français. Lecornu semble davantage à l'écoute de nos impératifs sécuritaires que Scholz, confie un diplomate israélien prudent mais intrigué. Saisissant l'occasion, les Émirats arabes unis dépêchent une invitation officielle à Paris. Objectif scellé de nouveaux partenariats avec cette France plus affirmée qui semble vouloir renouer avec le rôle d'arbitre et de bâtisseur d'alliances que lui conférait jadis son prestige. De l'autre côté de l'Atlantique, l'Amérique latine s'invite elle aussi dans le nouveau jeu européen. À Brasilia, on parle d'un moment historique pour rebâtir les ponts avec le vieux continent. La France pourrait bien devenir notre passerelle la plus naturelle vers l'Europe, confie le président brésilien visiblement séduit par la nouvelle dynamique française. À Mexico, l'idée prend même une tournure diplomatique audacieuse, organiser un sommet tripartite France, Mexique, Union européenne. Objectif à peine voilé desserrer l'étreinte de l'influence allemande sur les négociations commerciales du continent. Cette expansion mondiale du caïman Lecornu réveille de sérieuses inquiétudes à Berlin. Dans les couloirs feutrés du ministère des Affaires étrangères, les diplomates allemands observent impuissants leurs partenaires historiques glisser vers Paris. Nos interlocuteurs privilégient désormais la France dans leurs échanges européens, reconnaît amer un ambassadeur allemand. La chancellerie tente bien de colmater la brèche à coups d'initiatives diplomatiques de dernière minute, mais rien n'y fait la gifle infligée à Scholz, continue de résonner dans toute l'Europe rappel constant de la perte d'un monopole que Berlin croyait éternel. Dans le monde économique allemand, la panique commence à se faire sentir. Dans les tours vitrées de Francfort et les sièges industriels de la Ruhr, les dirigeants s'agitent. Les entreprises françaises surfent sur la nouvelle aura diplomatique de Paris, soupire le PDG d'un grand groupe allemand visiblement amer. Peu à peu, les exportateurs d'outre-Rhin voient leur poupier. Leur part de marché s'effriter, grignotée par une concurrence française, redevenue conquérante de l'Afrique à l'Amérique latine, en passant par l'Asie du Sud-Est. Même dans le champ culturel, la vague Lecornu laisse sa trace. Partout à l'étranger, les instituts français voient leurs salles se remplir à nouveau. Les élites mondiales cherchent à décoder ce renouveau à la française, confie le directeur d'une alliance française presque surpris de ce soudain engouement. Pendant ce temps, les Goethe-instituts allemands peinent à faire le plein. L'allemand jadis symbole de rigueur intellectuelle s'efface lentement au profit du français redevenu synonyme d'audace et d'élégance. Lecornu a rendu la France désirable à nouveau, admet un professeur de relations internationales à Harvard, sourire en coin. Dans les cercles financiers mondiaux, un vent de réévaluation souffle. Les investisseurs revoient leur queue, leur copie. L'Europe ne se résume plus à Berlin. La France, version Lecornu, offre enfin une alternative solide au modèle allemand, affirme un gestionnaire de fonds londonien enthousiaste. Les marchés réorientent leurs capitaux, les entreprises françaises deviennent les nouvelles coqueluches des portefeuilles internationaux. À Hong Kong, dans les salles de trading, on a déjà trouvé un nom à ce phénomène, le Lecornu Effect, symbole d'un charme économique à la française, qui séduit jusque dans les tours de verre asiatiques. Même les temples de la finance mondiale s'en mêlent. Les agences de notation d'ordinaire si prudentes ajustent leur jugement. La France retrouve une stabilité politique rare depuis l'arrivée de Lecornu, note Moody's dans un communiqué qui fait l'effet d'une gifle à Berlin. La note française grimpe tandis que celle de l'Allemagne glisse imperceptiblement vers le bas. Ah, Scholz a vu son aura internationale s'effriter, tranche l'agence sans détour. Un symbole fort pour la première fois depuis des années Paris inspire confiance là où Berlin inquiète. 12 mois après ce choc diplomatique entré dans l'histoire, le constat est sans appel. Lecornu a replacé la France au centre du jeu européen, non plus comme un acteur parmi d'autres, mais comme une puissance qu'on ne peut plus ignorer. Son empreinte dépasse largement les frontières nationales, Paris parle, et le monde écoute à nouveau. Sébastien a su métamorphoser une crise en tremplin géopolitique, confie un diplomate français depuis New York admiratif. Un an plus tard, ce qui n'était qu'un éclat de confrontation est devenu une leçon de stratégie. À l'Élysée, l'atmosphère est presque triomphale. Emmanuel Macron, un sourire discret aux lèvres, contemple le chemin parcouru.
En 3 minutes, Sébastien a accompli ce que 3 ans de diplomatie classique n'avaient pas su produire, glisse-t-il à son entourage mi-amusé, mi-admiratif. Dans les couloirs du pouvoir, une rumeur circule. Le président songerait à propulser l'écornu vers une fonction internationale de premier plan. Après tout, quand un ministre parvient à redorer l'image de la France à l'échelle du monde, le reste n'est qu'une question de timing. Pour Olaf Scholz, la descente est devenue vertigineuse. Depuis le fameux épisode de Bruxelles, ses pairs européens l'écoutent par politesse plus que par conviction. Scholz n'a plus aucune autorité, souffle un diplomate venu du Nord, mi-désolé, mi-fataliste. Le chancelier tente bien de regagner du terrain, discours solennel, initiative précipitée, poignée de main calculée, mais rien n'y fait. En Allemagne, sa cote s'effrite semaine après semaine. Les sondages sont cruels, il n'est plus qu'une ombre largement distancée par une opposition revigorée. Le couperet médiatique tombe sans pitié. Scholz a fait perdre la face à l'Allemagne devant la France. Titre sans détour le Frankfurter Allgemeine. La sentence est claire, il doit partir. Dans les rangs du SPD, la fronde gronde. Les voix dissonantes se multiplient et certains poids lourds du parti réclament désormais un changement de capitaine. Olaf n'incarne plus la puissance allemande, il la fragilise, déplore un cadre influent. En coulisses, une motion de défiance commence à circuler, portée par ceux qui rêvent d'un renouveau avant le naufrage. Même le monde économique tourne désormais le dos au chancelier. Les grands patrons, autrefois prudents, haussent le ton. Sous Scholz, nos contrats s'évaporent et nos partenaires se détournent, fulmine le président de la Fédération de l'industrie allemande. Sa voix claque comme un verdict. Chaque maladresse diplomatique se chiffre en milliards perdus. L'Allemagne industrielle, jadis son pilier, devient à présent son juge. L'isolement du chancelier n'est plus une rumeur, c'est une évidence. Les alliés d'hier prennent leurs jambes à leur cou. La Haye, Vienne, Copenhague, tous s'éloignent d'un Berlin devenu embarrassant. Nous ne pouvons pas continuer à être liés à cette image de déclin. Lâche un ministre néerlandais le regard froid. L'Allemagne, jadis pôle d'attraction, est désormais un lest dont chacun cherche à se défaire. Du naufrage allemand émerge un triomphateur inattendu. L'écornu jadis figure de second plan s'impose désormais comme la vedette des chancelleries européennes. Chaque sommet, chaque conférence devient son terrain de jeu. Les médias parlent d'un tournant l'écornu, l'homme qui a renversé l'équilibre du vieux continent sans tirer un seul coup de feu. Là où Scholz s'enlise, lui rayonne. Les invitations pleuvent sur lui comme des confettis diplomatiques. De Bruxelles à Rome, de Madrid à Varsovie, l'écornu est devenu l'homme que tout le monde veut à sa table. Chaque sommet est désormais une tribune où il impose son style vif, tranchant, inattendu. Sébastien symbolise la renaissance européenne, s'enthousiasme la chef du gouvernement italien. 3 minutes d'éloquence auront suffi à déplacer le centre de gravité du continent. L'écornu a prouvé qu'un esprit audacieux peut fissurer les empires les plus solides. Et Scholz lui a découvert à quel point l'orgueil politique peut se transformer en piège lent, cruel, inévitable. 2 ans après cette joute verbale devenue légendaire, ses répercussions continuent de façonner la planète politique. À Oxford, un nouveau programme baptisé « L'effet l'écornu » voit le jour mêlant diplomatie, psychologie du pouvoir et stratégie de communication. De l'autre côté de l'Atlantique, Harvard consacre un séminaire entier à cette passe d'armes devenue un classique des relations internationales. Nous étudions comment un dirigeant peut bouleverser l'équilibre mondial en quelques minutes seulement, explique le professeur à l'origine du projet. Même les écoles de commerce s'en emparent. HEC, la London Business School, ou encore Wharton analyse désormais ce moment comme une leçon magistrale de négociation. L'écornu a transformé la faiblesse en force. C'est devenu notre cas d'école numéro 1 en leadership et stratégie de communication, résume un professeur admiratif. Au Japon, le phénomène l'écornu fascine les cercles politiques comme une partie de Go jouée à la perfection. Sa tactique rappelle nos maîtres du jeu ancestral, commente un stratège japonais admiratif. Il a refermé son piège lentement avec élégance, sans jamais que l'adversaire ne réalise qu'il était déjà perdu. Séduite par cette démonstration de finesse diplomatique, Tokyo envisage d'inviter le Premier ministre français
à un grand forum sur l'art du leadership à l'asiatique. En Inde, Narendra Modi dissèque les tactiques de l'écornu comme on étudie un traité de stratégie. Voilà un Européen qui a compris comment s'imposer face aux géants installés. Glisse-t-il à ses conseillers. New Delhi saisit l'occasion et annonce un sommet Inde-France, symbole d'un nouvel axe diplomatique, soigneusement tracé à distance de Berlin. À l'autre bout du monde, Canberra observe la manœuvre avec intérêt. Lecornu incarne une Europe différente, plus directe, plus pragmatique, commente le Premier ministre australien. Résultat, l'Australie paraffe une série d'accords stratégiques avec Paris, laissant les circuits allemands aux oubliettes de la diplomatie. À Séoul, la montée en puissance de Paris est perçue comme une aubaine stratégique. La France de l'écornu saisit nos priorités là où l'Allemagne de Scholz reste figée dans ses dogmes, confie un ministre sud-coréen. Dans la foulée, un vaste partenariat technologique franco-coréen voit le jour, un accord soigneusement rédigé, sans aucune entreprise allemande à l'horizon. À des milliers de kilomètres, même la Nouvelle-Zélande s'invite dans cette nouvelle donne. Wellington plaide pour une alliance du Pacifique intégrant la France, tout en tenant l'Allemagne à l'écart. L'écornu symbolise l'énergie, la clarté et la détermination dont le Pacifique a besoin, déclare avec emphase le Premier ministre néo-zélandais. Dans le monde arabe, l'écho du moment. L'écornu résonne comme un vent nouveau. Riyad ouvre le bal en conviant le Premier ministre français pour bâtir une coopération énergétique exclusive reléguant Berlin au second plan. Avec Paris, le dialogue est plus fluide, plus audacieux, confie un diplomate saoudien. Abu Dhabi, plus ambitieux encore, propose la création d'un partenariat stratégique franco-émirati, un projet pensé pour marginaliser l'influence allemande. L'écornu saisit nos priorités régionales sans arrogance ni condescendance, explique un ministre émirati. Même Doha s'y met, le forum économique franco-qatari attire les investisseurs du Golfe, pendant que les représentants allemands observent impuissants depuis la salle d'attente. Au sud du Sahara, l'onde l'écornu prend des allures de révolution diplomatique. À Accra, le Ghana ouvre la marche en proposant un accord commercial préférentiel avec Paris, une première depuis plus d'une décennie. À Nairobi, l'écornu est accueilli en hôte d'honneur pour inaugurer des chantiers d'infrastructures soutenus par la France. Paris retrouve sa place naturelle comme notre partenaire européen de confiance, déclare le président kényan avec enthousiasme. Même Pretoria, longtemps prudente, bascule dans le camp français. L'écornu incarne une stabilité que nous respectons, confie Nelson Mandela Bay avec un sourire discret. Le Botswana et le Rwanda ferment la marche, signant à leur tour des accords bilatéraux stratégiques avec Paris. Une chose est claire, l'Afrique francophone et désormais anglophone regarde à nouveau vers la France. Dans les grandes instances internationales, l'empreinte française se fait désormais impossible à ignorer. À l'ONU, l'écornu orchestre une coalition de pays émergents ralliés autour des propositions françaises, un succès diplomatique que Berlin observe avec amertume. Sébastien unit là où Scholz divise, glisse un ambassadeur africain mi-admiratif, mi-amusé. À l'UNESCO, un candidat français coiffe au poteau son rival allemand pourtant donné favori. Le FMI de son côté revoit ses équilibres internes. L'influence française grimpe pendant que celle de l'Allemagne décline inexorablement. Le prestige de l'écornu rejaillit sur toutes les institutions, commente un économiste de Washington. La Banque mondiale suit la tendance réorientant ses partenariats européens vers Paris. Même l'OMC semble avoir changé de camp. Les propositions françaises y trouvent désormais un accueil chaleureux. L'écornu a redonné à la France une crédibilité mondiale qu'on croyait disparue, admet le directeur général, non sans une pointe d'admiration. Sur le terrain culturel, la vague l'écornu balaie le monde avec un charme inattendu. Des campus de New York aux amphithéâtres de Tokyo, le français redevient la langue qu'on veut parler non plus par obligation académique, mais par fascination politique. À Columbia, un professeur sourit. Les étudiants ne veulent plus simplement apprendre une langue, ils veulent comprendre un style, celui de l'écornu. Les écoles de commerce européennes flairant le vent du changement s'arrachent les experts venus de Paris. Dans les programmes internationaux, l'allemand recule tandis que le français retrouve sa superbe.
L'écornu a transformé notre langue en symbole de prestige et de séduction intellectuelle, ironise un linguiste de Cambridge. Autrement dit, le français est redevenu sexy. Même Hollywood n'a pas résisté à la tentation de s'emparer de la légende de l'écornu. Son duel avec Scholz, un scénario taillé pour un thriller politique planétaire, confie un producteur californien déjà prêt à dégainer son casting. Netflix flairant le phénomène planche sur une série retraçant l'ascension fulgurante du Premier ministre français, du silence diplomatique à la conquête des écrans. Pendant ce temps, à Paris, la mode reprend son trône capital absolu du style incontesté et retrouvé. Les créateurs français sont invités sur tous les podiums du monde, des runways de Séoul au tapis rouge de Los Angeles. L'écornu a réinjecté dans la marque France ce mélange de prestige et d'audace qu'on croyait perdu. S'enthousiasme un directeur artistique milanais presque résigné. Face à cette renaissance parisienne, Milan recule. Berlin s'efface la lumière, elle s'est rallumée sur Paris. Sous l'ère l'écornu, l'art de vivre à la française renaît comme un feu d'artifice. Des bistrots de New York aux tables étoilées de Séoul, les restaurants français poussent comme des fleurs après la pluie. C'est l'effet l'écornu, tout ce qui porte le label France devient désirable, s'amuse un chef triplement étoilé à Londres. Les caves hexagonales n'en finissent plus de se vider les vins français, battent record sur record d'exportation, ivres de succès. Et ce rayonnement ne s'arrête pas aux fourneaux, le sport tricolore vit aussi sa révolution. Paris rafle l'organisation d'événements mondiaux à l'appel attirant sponsors et foules. L'énergie française sous l'écornu est contagieuse, admet un haut responsable olympique. Même le Tour de France, symbole suprême de l'élégance sportive, s'exporte désormais de Dubaï à Buenos Aires. La grande boucle inspire le monde entier. Pendant que la France brille, l'Allemagne s'enlise dans sa propre ombre. Scholz, épuisé par le désastre diplomatique de Bruxelles, finit par jeter l'éponge. Après une telle humiliation continuée serait une comédie de trop, confie-t-il d'un ton amer avant de quitter la chancellerie. Son successeur hérite d'un chantier colossal, réparer le prestige allemand, fissuré jusque dans ses fondations européennes. L'écornu nous a donné une leçon cruelle, la puissance économique ne suffit plus à inspirer le respect, concède le nouveau chancelier lucide. À Berlin, on parle de reconquête morale, mais la France, désormais en position de force, ne tend pas la main sans condition. L'écornu ferme et calme résume la nouvelle donne. Si l'Allemagne veut avancer, elle devra d'abord marcher à hauteur d'Europe, pas au-dessus. Les pourparlers entre Paris et Berlin reprennent, mais cette fois les rôles sont inversés. La France dicte le tempo, l'Allemagne écoute. 3 ans se sont écoulés depuis la joute historique et le monde n'est plus le même. Sébastien Lecornu est devenu un acteur planétaire convoqué à chaque sommet, consulté sur les grandes décisions, écouté même là où la France n'était plus attendue. Il a transformé 3 minutes de bravoure en un empire d'influence, s'émerveille un historien britannique. Et effectivement, la France a retrouvé son rang de grande puissance, non pas grâce au canon ou au bilan comptable, mais par l'arme la plus redoutable de toute l'intelligence politique.